du président russe depuis qu'il a participé évidemment à la cérémonie d'investiture, 5e élection, 5e investiture pour Poutine, et son premier voyage, il le réserve à son parrain chinois. Écoutez, voilà la cérémonie d'accueil en musique. Bon. C'est une musique de péplum qui accompagne des trompettes, qui accompagnent l'arrivée. Ça n'est pas un hymne. C'est du bénur. Je n'ai reconnu ni l'hymne russe, ni l'hymne chinois. Bonjour à vous, Vera Grantseva. Merci de nous avoir rejoints. Politologue, spécialiste de la Russie, enseignante à Sciences Po. Nous sommes toujours avec Pierre Aski, chroniqueur international pour France Inter, et l'Obs, grand spécialiste de la Chine. Didier François, merci d'être avec nous, reporter de guerre, spécialiste des questions internationales. Donc voilà, le serrage de main, il est arrivé à 5h du matin. Justine Jankowski, merci d'être avec nous. Vous êtes à Pékin pour LCI. Justine, ce qui vous a frappé, dans le fond, c'est que ça n'est pas tout à fait l'ambiance des très grands jours pour l'accueil de Poutine à Pékin. Oui, eh bien disons que Vladimir Poutine, c'est un vieil ami de Xi Jinping. Ils se sont déjà rencontrés plus de 40 fois. Alors peut-être que les Chinois sont habitués à accueillir celui qu'ils surnomment le grand empereur. Et c'est vrai, c'est étonnant. Ce matin, on a vu une seule une sur cette visite dans la presse chinoise. Alors, bon, de là à dire que c'est une visite discrète, il ne faut rien exagérer. Vous l'avez montré. Ce matin, Xi Jinping a accueilli son homologue russe en grande pompe, tapis rouge, hymne national. On a même vu une petite foule d'enfants dansant joyeusement à la venue des deux chefs d'État. Les deux chefs d'État qui viennent de terminer leur discussion et au sujet de l'Ukraine, ils disent être d'accord sur une solution politique. Encore formellement réglée en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes aussi frappé par un autre élément de cette visite, Justine, c'est l'opacité du programme, c'est-à-dire... Bon, c'est vrai que les Chinois ne sont pas connus pour leur transparence vis-à-vis des médias, mais cette fois-ci, ça se confirme, que ce soit les médias chinois ou les médias étrangers comme nous, on a été prévenus de cette visite seulement 48 heures à l'avance, mardi dernier. Et puis surtout, on a des détails au compte-gouttes sur l'agenda. Ce matin encore, on ne savait pas où Xi Jinping allait accueillir son homologue russe. On ne savait pas quand se tenaient les discussions. L'accent, il a surtout été mis sur un grand gala qui se tiendra ce soir pour célébrer les 75 ans des relations diplomatiques entre la Chine et la Russie. Et ce que je peux vous dire, ce qui est sûr, c'est que demain, Vladimir Poutine se rendra à Harbin, dans le nord de la Chine. De là à dire si Xi Jinping va pouvoir l'accompagner, ou pas, ça reste un mystère. Merci beaucoup, Justine. Impressionnant ce que vous nous rappeliez. 40 fois, la 40e fois qu'il se voit. Xi Jinping, quand même, ne multiplie pas avec les Occidentaux ce type de rencontre. Avec Poutine, oui. C'est la routine. Oui, il faut se souvenir de cette phrase en février 2022, juste avant l'invasion russe de l'Ukraine. On avait parlé à l'époque, Poutine était venu à Pékin, et on avait parlé d'une amitié sans limite. Et cette phrase... C'était en février 2022, une vingtaine de jours avant l'offensive. Voilà, 2 semaines avant l'offensive. Et cette phrase, elle reste marquante sur cette relation. Moi, j'ai quelques doutes sur l'ami encombrant. Moi, je pense que Xi Jinping, aujourd'hui, a 2 intérêts qui sont relativement contradictoire, mais qu'il arrive à concilier. Le premier, c'est qu'il ne veut pas affaiblir Vladimir Poutine. Il n'a aucun intérêt à affaiblir Vladimir Poutine au moment où il est en bras de fer avec les Américains. Il y a 2 jours, les Américains mettaient 100% de droits de douane sur les voitures électriques et sur un certain nombre d'exportations chinoises. Et c'est pas le moment qu'il va choisir pour tordre le bras à Vladimir Poutine. Il ne le fera pas. L'autre exigence contradictoire de Xi Jinping, c'est de sauver son accès aux marchés occidentaux. Et c'est la grande différence entre Poutine et Xi Jinping, c'est que Poutine vend des hydrocarbures, il peut les vendre à qui il veut. Le gaz ou le pétrole, j'allais dire, n'ont pas d'odeur, c'est un vieux cliché. De son côté, Xi Jinping, lui, il a besoin d'avoir accès aux marchés
marché américain, européen, c'était le sens de sa visite à Paris il y a seulement 10 jours, ou japonais. Et donc, il ne veut pas que ces entreprises subissent des sanctions pour les liens qu'elles peuvent avoir avec la Russie. On va y revenir. Donc ils ont des intérêts contradictoires, mais une alliance géopolitique forte. Mais vous dites forte. Est-ce qu'elle bouge? Elle ne bouge pas quand même un peu. Pourquoi on vous dit ça? Parce que, par exemple, on a noté qu'il y avait moins d'exportations chinoises vers la Russie. Depuis 2 mois. Plus 60% depuis 2 mois. depuis la guerre, Mars quand même. et avril. Plus 60% respectivement, depuis la regardez, guerre. en avril, moins 13%, et en mars, moins 16%. Je rebondis sur ce que vous disiez. Vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de l'ami encombrant. Néanmoins, on s'interroge sur ces chiffres. Vous dites qu'ils ne sont pas significatifs. Ils ne signifient pas une prise de distance de Pékin à l'égard de Il y a eu, de Moscou. il y a eu un glissement vers l'Asie centrale. Il faut voir les chiffres d'exportation vers l'Asie centrale qui ressemblent beaucoup à un contournement des sanctions. C'est-à-dire qu'on exporte vers le Kazakhstan ou vers d'autres pays en ce temps des composants électroniques, des technologies duales, c'est-à-dire qui sont à la fois civiles et militaires, qui se retrouvent ensuite en Russie, et ça n'apparaît plus dans les comptes chinois. Donc je pense qu'il faut faire très attention à tirer des conclusions trop hâtives de ce genre d'indicateurs. Didier? Oui, je suis d'accord avec Pierre, il faut faire très attention. Effectivement, la Chine a aujourd'hui un intérêt stratégique à ce que la Russie ne s'effondre pas, en évitant une confrontation directe avec l'Occident. Donc ils cherchent en permanence à la fois à soutenir Poutine, mais sans se faire prendre la main dans le pot de confiture pour pas se prendre les sanctions en retour dans la figure. Et aujourd'hui, par exemple, sur la baisse des exportations directes, ça peut aussi s'expliquer simplement par le fait que les augmentations ont été, sur les derniers temps, les 64% dont parle Pierre, c'est de la machine-outil, par exemple. Les Chinois qui vendaient en 2002 pour 6,5 millions de dollars de machine-outils en ont vendu pour 68 millions. Donc aujourd'hui, vous voyez bien que les machines-outils vont permettre aux Russes de produire des choses directement qui ne seront pas obligés d'importer. C'est pareil, la question des contournements. En revanche, aujourd'hui, on est à une Russie qui est dans une situation de dépendance à l'égard de la Chine. Et ça, c'est attendez, de plus en plus importante. Oui. Voilà, c'est ce qu'écrit d'ailleurs le Wall Street Journal ce matin. Le degré de vassalisation de Moscou s'accentue encore. C'est la planche de salut. Entre Pékin et Moscou, une relation de plus en plus asymétrique. Évidemment, le plus puissant étant Pékin et le moins puissant étant Moscou. Et c'est pour ça, parce qu'en fait, on peut faire toutes les déclarations d'amitié qu'on veut dans la politique internationale, il n'y a pas d'amitié. Voilà, il y a des intérêts et il y a des dominations ou de l'autonomie. Et là, l'autonomie russe, depuis le début de cette guerre, est en train de s'affaiblir. L'emprise chinoise sur la Russie augmente. Après, ils ont des divergences. La sortie, c'est la même chose. Alors, face aux 13 autres pays qui, eux, ont voté pour. Ma question, c'est que on se souvient des images de la visite, c'est tout frais, vous étiez en première loge, de la visite de Xi Jinping à Paris. Emmanuel Macron en a profité pour essayer d'obtenir de son homologue chinois une forme d'engagement pour qu'il ne soutienne pas trop la Russie en guerre contre l'Ukraine. Olaf Scholz, l'Allemand, avait fait la même chose. Est-ce que ça a eu un effet ? Est-ce que les efforts conjugués des Occidentaux pour freiner Xi Jinping dans son soutien à Poutine, est-ce que ça a un effet ? Oui, on verra, peut-être il y aura plus d'infos. La visite vient de démarrer en Chine, mais c'est évident que ça s'inscrit dans ce calendrier de la préparation vers le forum de la paix qui va avoir lieu en Suisse à 15 à 16 mai. On a vu qu'effectivement Macron et Xi Jinping ont parlé de la solution politique de la crise en Ukraine. On ne sait pas si, dans quelle mesure Xi est d'accord pour toute la formule de Zelensky, parce qu'il est quand même assez contradictoire. Par contre, on sait que la position de la Chine, c'est de mettre autour de la table la Russie. Et c'est ça qui peut être l'enjeu de cette rencontre. Mais la Russie, elle veut bien négocier à ces conditions. Oui, mais c'est l'Ukraine qui veut pas. Et c'est aussi peut-être pas dans les conditions que l'Ukraine impose à la Russie dans ce forum en Suisse en mi-juin. Donc peut-être c'est pas le même cadre. Est-ce que la Chine assistera d'ailleurs à ce forum de la paix en Suisse ? C'est pas pour l'instant confirmé. C'est pas confirmé. Non, c'est pas confirmé. La Russie, et c'est ça évidemment peut être aussi une des intérêts des rencontres avec Xi Jinping en Europe, de le convaincre d'avoir minimum
minimum un représentant, même si on sait que l'Ukraine vise au premier, au leader quand même de pays, pas juste au conseiller ou de ministre. Mais pour l'instant, c'est pas confirmé. En fait, honnêtement, les Occidentaux essayent d'éviter que la Chine bascule complètement dans le soutien et reste dans une espèce d'ambiguïté, mais je pense qu'ils ne pensent pas une demi-seconde que la Chine va basculer dans le camp occidental et demander à Poutine d'arrêter tout. Enfin, je pense qu'on est vraiment dans du containment, enfin dans de la limitation. Limite les dégâts. C'est ça. Et là, tous les deux se sont retrouvés sur le fait de se présenter comme des facteurs de paix. Et ça, Xi Jinping et Poutine s'exposent au monde. Vous me direz qui les croit, qui les entend, à l'adresse de qui. Mais voilà, nous sommes des faiseurs de paix. C'est quand même un comble. Les relations entre la Russie et la Chine ne sont pas opportunistes et ne sont dirigées contre personne. Notre coopération dans les affaires internationales est l'un des facteurs de stabilité sur la scène internationale. Le développement stable des liens entre la Chine et la Russie ne bénéficie pas seulement aux intérêts des deux pays et de leur population, mais il est également propice à la paix, à la stabilité et à la prospérité de cette région et du monde. Nous sommes les faiseurs de paix. Notre rencontre est propice à la paix. Mais le monde est un vaste théâtre dans lequel on joue des rôles. Les Occidentaux aujourd'hui, et c'est ce que disait Vera tout à l'heure, préparent cette conférence en Suisse à la mi-juin pour montrer qu'ils sont favorables à la paix et qu'ils ne sont pas les faiseurs de guerre, etc. Xi Jinping et Poutine proclament qu'ils sont pour la paix, mais ni les uns ni les autres ne croient un mot de ce qu'ils disent, et ils s'adressent au reste du monde. On est dans dans ce théâtre. Vous avez ce qu'on appelle le Sud global, qui est une expression que je n'aime pas trop parce qu'elle est réductrice, mais les pays du Sud sont aujourd'hui soumis à ce double discours, parce que personne ne veut avoir l'air d'être le vilain de l'affaire. Il y en a qui jouent plus ou moins bien quand même, et puis il y a théâtre et théâtre. Il y a quand même Poutine qui a envahi l'Ukraine. Après, il y a peut-être des gens de bonne foi en Suisse qui se retrouveront parce qu'ils veulent la paix. On ne peut pas tout à fait les mettre sur le même plan. Je ne pense pas que ce soit la perception du monde. Je pense qu'il y a une partie du monde qui considère que Poutine est tout à fait fréquentable. Et qu'il a eu raison d'envahir l'Ukraine. Et que c'est une broutille et que c'est pas pire que les États-Unis en Irak, etc. Enfin, vous avez, ça fait 2 ans qu'on tourne autour de ces sujets, et vous avez de l'autre côté des Occidentaux qui veulent changer le rapport de force sur le terrain militaire avant éventuellement de négocier, mais qui ne veulent pas forcer la main à l'Ukraine de négocier à un moment où elle est en position de faiblesse, parce que ça serait une capitulation. Donc c'est tout l'enjeu, et à mon avis en 2024 on ne verra rien de sérieux autour d'une solution de paix, parce que le rapport de force aujourd'hui est ce qu'il est. Bon, donc quand Poutine dit notre coopération avec la Chine est un facteur de stabilité sur la scène internationale, il a raison ou pas, de votre point de vue? Non, il n'a pas raison. Avec les lunettes du Sud global. Il n'a pas raison, parce que c'est ce qui lui permet de continuer à faire cette guerre en Ukraine. Voilà. Mais il parle du point de vue de cette alliance de fait entre la Chine et la Russie, qui pour lui est un facteur de stabilité, parce qu'autrement il serait bien embarrassé à poursuivre sa guerre sans soutien d'un pays aussi majeur que la Chine. La réalité, c'est que Poutine n'en serait pas là en Ukraine sans le soutien de la Chine. Bien sûr. C'est ça la réalité, Vera. Oui, partiellement oui, parce qu'effectivement la Russie est devenue très dépendante de la Chine depuis ces dernières années. C'est très intéressant par exemple de le voir par rapport aux exportations du gaz. Et ici on voit comment des positions de la Chine et de la Russie par rapport dans leurs relations sont différentes. Pour la Russie, effectivement, la Chine est devenue en fait un pays incontournable. C'est presque le seul pays maintenant qui achète à tel point le gaz russe, tandis que pour la Chine, en fait, c'est pas du tout le cas. La Chine a les livraisons diversifiées. Et d'ailleurs, c'est que récemment que la Russie a monté à l'auteur de Turkménistan et Qatar dans les exportations de gaz envers la Chine. Petite observation, Didier François, sur le plan de table, Poutine-Xi Jinping, Didier. Oui, effectivement, Poutine est flanqué de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, à sa droite, mais il a Shoigu à sa gauche, immédiatement, et le nouveau ministre de la Défense plus au bout. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que effectivement, l'ensemble de ce gouvernement a été formé avec des gens qui connaissent
très bien la Chine et qui ont de longues relations de travail en commun. Le Premier ministre a nommé un certain nombre de personnes qui sont régulièrement en contact avec leurs homologues chinois. Là, voilà, regardez l'image, on voit bien Shoigu à la gauche, le ministre de la Défense qui est censé être passé à la trappe et avoir été limogé. Dans le fond, il l'emmène, alors je ne sais pas si pour le consoler, mais il l'emmène dans ce voyage qui est très important pour la Russie. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a pris à côté de lui au Kremlin 3 personnes qui ont été fondamentales dans la mise en échec du putsch raté de Prigojine, qui sont Shoigu, qui était d'ailleurs visé par Prigojine, Patrouchev, ancien patron du Conseil de sécurité qui vient d'être nommé un de ses conseillers, et Dioumin, qui était le gouverneur de Toula, ancien membre du GRU, militaire des forces spéciales et du renseignement militaire. C'est une délégation costaude, voilà. Hein. Oui. C'est une délégation costaud et ça montre à quel point la relation avec la Chine est devenue absolument centrale et vitale pour la Russie. Pour la Russie, c'est sûr. Pour la Russie, mais aussi pour la Chine. La Chine a une vision du monde aujourd'hui qui est celle de sa confrontation avec les États-Unis. Bien sûr. Et donc elle a besoin d'alliés, elle a besoin de garder aussi des foyers de tension. Et aujourd'hui, les deux guerres, celle de Gaza et celle de l'Ukraine, servent aussi les intérêts de la Chine à garder un monde sous tension à un moment où les États-Unis accentuent leur pression. À un moment aussi où la Chine, économiquement, n'est plus la belle qu'elle a été. On va regarder des chiffres. Elle se porte encore bien, la Chine, mais on sait qu'elle a eu des grosses difficultés quand même. 5% de croissance, on en rêverait, bien sûr, mais c'est loin des croissances à 2 chiffres qui ont caractérisé la richesse chinoise pendant des années. Il y a des problèmes structurels économiques. Donc elle a besoin de l'Europe, elle a besoin des marchés européens, du marché américain, ce qui explique qu'elle n'ira pas trop loin non plus. Oui, elle ne veut pas subir ce qu'on appelle les sanctions secondaires, c'est-à-dire que des entreprises chinoises, et c'est en particulier très visible au niveau du secteur bancaire. Oui. Les banques chinoises ne se mêlent pas du commerce avec la Russie parce qu'elles seraient barrées des transactions avec le monde occidental. Et donc ça c'est extrêmement important parce que la Chine, elle a besoin de rester dans la mondialisation économique, ce qui n'est pas le cas de la Russie. Donc vous confirmez la symétrie totale, le besoin de la Chine de ménager des marchés économiques. Cela dit, sur le fond, voilà ce que dit le spécialiste de la Chine russe Alexander Gabuev, l'alignement toujours plus poussé entre les 2 capitales, Moscou, Pékin, est l'une des conséquences géopolitiques les plus importantes de la guerre en Ukraine. Philippe Lecor, vous êtes avec nous, chercheur à l'Asia Society, professeur à l'ESSEC. C'est vous qui allez conclure cette partie. Je répète la phrase de Alexander Gabuev. L'alignement entre les 2 capitales est l'une des conséquences géopolitiques les plus importantes de la guerre en Ukraine. Vous êtes d'accord ? Oui, je connais d'ailleurs bien Alexander Gabuev, c'est un collègue et ami. Je crois effectivement que, si vous voulez, ça fait 10 ans maintenant qu'on parle de ce rapprochement sino-russe, en tout cas dans les milieux instituts de recherche et autres à Washington. Au départ, si vous voulez, vous aviez les sinologues d'un côté, les kremlinologues de l'autre, qui disaient non, c'est pas la même chose, les intérêts sont divergents, les puissances ne sont pas les mêmes, l'histoire des 2 pays n'est pas la même. Aujourd'hui, c'est vrai que ce conflit ukrainien est d'une certaine manière d'autres conflits, comme la Syrie, où on a bien vu le rôle de l'armée de Vladimir Poutine pendant la crise syrienne, et aujourd'hui, d'une certaine manière, d'autres crises qui ont émergé en Asie et au Moyen-Orient. Elles sont quand même sous la coupe de cette alliance entre ces 2 régimes autoritaires qui se matérialisent aussi par des résolutions aux Nations Unies qui sont bloquées et il y a une sorte de compromission entre ces deux régimes, même si ils n'ont pas que des intérêts communs. Ils ont également des oppositions entre eux. Mais en tout cas, d'une certaine manière, grâce à cette guerre ukrainienne, il y a aujourd'hui un rapprochement qui s'est amorcé et qui se poursuit sur le plan économique, sur le plan diplomatique, voire sur le plan militaire.
militaire à travers la technologie duale, mais certainement sur le plan de la redistribution des cartes et de la réorganisation de l'ordre international, nous sommes en train de vivre un moment très important et l'Occident, on l'a bien vu pendant la visite de Xi Jinping, risque de payer les pots cassés parce que l'ordre international tel qu'il avait été organisé en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, et avec la création d'organismes comme la Banque mondiale et les institutions de Bretton Woods, sont en train d'être revus, d'être remis en question par ces deux puissances et un certain nombre d'autres puissances satellites comme la République démocratique populaire de Corée, l'Iran, etc. Oui, on voit bien, pour finir, Philippe Lecor, que les deux pays sont d'accord pour récuser les règles internationales qui jusque-là dominaient, on va dire, en gros, la planète. Ils veulent leurs propres règles. Ils ne veulent plus, par exemple, le multilatéralisme tel qu'il a été pratiqué pendant des années. Eux, ils n'en veulent plus. Oui, c'est-à-dire que la Chine, quand même, a bien utilisé le système onusien et continue de l'utiliser, mais parallèlement, elle a mis en place des institutions comme la Banque asiatique pour les investissements dans les infrastructures, les nouvelles routes de la soie, les BRICS, bien sûr. On a bien noté que Xi Jinping était très présent dans l'organisation des BRICS, qu'il était allé en Afrique du Sud, mais qui n'était pas allé à New Delhi pour le G20. Donc le G20, dont on disait que c'était l'organisation qui fonctionnait le mieux sur le plan multilatéral, parce que justement, il y avait à la fois le Nord et le Sud, et ben, quand c'est l'Inde qui préside aux destinées du G20, comme c'était le cas l'année dernière, et la Chine, du coup, rue dans les brancards et moins présente. Donc je crois qu'ils vont continuer à utiliser l'ONU pour faire blocage. On a bien vu le cas avec les Nations Unies, le Conseil de sécurité, mais tout en construisant à travers une dialectique comme la communauté de destin commun mise en place par Xi Jinping. Enfin, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire, mais en tout cas, il est bien clair qu'il cherche à constituer un club d'affidés, de pays affidés, avec plus ou moins de facilité d'ailleurs, parce que les gens, les pays, les régimes sont pragmatiques, y compris en Afrique, au Moyen-Orient. Ils ne vont pas tout d'un coup se mettre à suivre ce couple sino-russe comme si c'était une alternative. Voilà. Merci beaucoup Philippe Lecor. Votre éclairage était évidemment très précieux. Merci à vous. Vera, on continue bien sûr avec la Russie et les conquêtes territoriales. Deux choses.